Madame, Messieurs, je suis bien heureux d'accueillir Monsieur Pavé pour ce 13-14 sur un sujet extrêmement important de l'écologie opérationnelle, sujet débattu, sujet depuis longtemps débattu. Je ne savais pas que le mot de land sparing était un mot qui était issu de Borlaug et qu'il avait inventé ce mot sous le nom de hypothèse de Borlaug, resté comme ça, comme l'hypothèse de Borlaug, parce qu'il avait l'idée de privilégier une intensification limitée dans l'espace, avec des milieux naturels abondants autour, permettant de conserver de la biodiversité, de la biodisponibilité. Et donc, voilà, au moment où le président de la République est en Amérique, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que le land sparing est aussi quelque chose qui vient de là-bas, d'une certaine manière, et qui est très ancien, bien plus ancien que certains ne veulent le dire. Donc, j'ai trop parlé. Je vais passer la parole à M. Pavé, notre confrère et ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donc faire une présentation, j'espère pas trop longue, mais vous savez que je suis bavard. Alors vous me pardonnerez si à un moment donné vous trouvez que je délaye un peu trop, n'hésitez pas à m'interrompre, à me faire signe, etc. Donc, alors cette petite partie de la journée, petite heureusement, enfin 1 heure c'est déjà pas mal, est consacrée donc à la présentation d'un ouvrage que pour ceux qui sont en ligne, qui le verront de loin, mais il suffit de regarder sur le site de l'Académie. Je crois qu'il est présenté sur ce site. Bon, on va en donner le titre tout de même. Voilà. Petit traité d'écologie opérationnelle, de l'idéalisation à l'action, et c'est paru chez L'Harmattan. L'Harmattan, voilà. Alors, je vais en profiter pour rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, j'en ai publié un autre qui était là publié aux éditions du Seuil, qui était Comprendre la biodiversité, vrais problèmes et idées fausses, et qui a été réimprimé, réédité, on peut dire, parce que c'est plus qu'une réimpression, a été réédité au début de l'été. Très bien. Donc, il a eu un certain succès, et je pensais pouvoir, petite affaire d'éditeur et d'auteur, je pensais pouvoir publier ce petit traité d'écologie opérationnelle aux éditions du Seuil. Or, il s'est avéré qu'entre-temps, la collection a été supprimée. La collection qui s'appelait Sciences ouvertes a été supprimée. Bon, c'est des politiques d'édition, hein, je n'ai pas à juger. Alors, si bien que, très aimablement, les éditions du Seuil m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était intéressant, ce projet, mais que, comme ils changeaient de politique, ils ne voyaient plus très bien dans quelle collection ils pouvaient publier ce petit traité d'écologie opérationnelle. Alors, petite remarque, je ne suis pas le seul auteur. En fait, c'est presque un livre familial, puisqu'il y a 3 personnes de ma famille qui interviennent. Mon fils Marc, qui est historien, que certains d'entre vous d'ailleurs ici ou qui sont en ligne connaissent bien. Et puis d'autre part, mon petit-fils par adoption, qui fait des études de graphisme et qui a été l'auteur de l'image qui est en bas de la couverture ici. On ne verra pas sur l'écran. Que vous ne verrez pas sur l'écran parce que c'est trop petit. Mais ce qui était intéressant, c'est que je lui avais dit, tu me fais une proposition, puis de lui-même, il n'a pas demandé quoi que ce soit, ben, il ne m'a pas interviewé, on n'a pas discuté. Il a sorti cette terre-là. Elle est pas mal, cette image. Oui. C'est lui qui a interprété à travers nos discussions, etc. Parce que Marc et moi, on est assez bavards. Lui, le petit-fils ne l'est pas tellement, mais il est bon dessinateur. Donc c'est un ouvrage un peu familial. Alors, pourquoi s'être lancé dans cette aventure? Ben, c'est-à-dire que la pratique, je dis bien c'est la pratique, ma pratique, ceux qui me connaissent savent que c'est une pratique quand même qui est décennaire, on dit, je dis bien, puisque ça fait, je suis rentré, je dirais, dans les recherches sur l'environnement par le biais de l'écologie, début des années 80. Et c'est l'accumulation des expériences que j'ai pu avoir à la fois en tant que chercheur de base, en tant que directeur de laboratoire, en tant que directeur adjoint puis directeur du programme du CNRS, d'ailleurs programme que Christian Lévesque a dirigé après moi. C'était tout à fait dans la continuité. Et avec le temps et les expériences y compris tropicales que j'ai pu avoir,
Donc avec le temps, je me suis rendu compte que ce qu'on disait sur l'écologie évoluait de façon assez singulière. Et d'ailleurs, bon, je n'ai pas à juger de la façon dont ça évolue, mais pour les scientifiques, quelque peu inquiétante, c'est peut-être trop fort, mais quand même perturbante, dans la mesure où le cadre scientifique qu'on peut parfaitement définir, c'est devenu maintenant un mot, une espèce de mot valise. Alors, je disais, c'est presque un mot trou noir, c'est-à-dire ça tire tout, puis il n'en sort rien. C'est un peu l'impression que ça me donne. Et comme il n'en sera rien, ça m'embête un peu, parce que dans le temps où j'étais encore étudiant ou jeune chercheur, on avait souvent l'habitude d'associer à une discipline scientifique des aspects qui étaient des aspects qu'on appelait à l'époque appliqués, c'est-à-dire la mise en œuvre des connaissances scientifiques que l'on pouvait élaborer dans les laboratoires pour faire du terrain, etc. Et d'ailleurs, mes débuts en écologie, à titre personnel, après avoir travaillé avec les gens de la biologie moléculaire, donc mes travaux en écologie étaient très orientés sur des finalités, et je travaillais avec les gens d'écologie microbienne de Lyon, et nous envisagions de promouvoir des pratiques de lutte, par exemple, contre des infections, par exemple, de plantes, des agents infectieux de plantes, de promouvoir des luttes de type biologique. Alors, on a essayé. Il y avait aussi un deuxième aspect qui était, alors disons froidement, l'implantation de Rhizobium japonicum dans nos sols disons, tempérés et métropolitains pour pouvoir développer notamment des cultures de soja. Donc, alors il y avait des expériences et on avait en même temps de la modélisation et ça n'a pas si mal marché que ça. C'était une assez jolie expérience, en tout cas pour moi, puis même pour les gens d'écologie microbienne, je pense qu'ils s'en souviennent très bien. Et ça a obtenu des résultats. Alors, dans un cas, on a pu montrer que l'essai de mise en concurrence d'un non pathogène avec un pathogène, eh ben, c'était une très bonne idée, mais ça ne marchait pas, tout simplement parce qu'ils cohabitaient joyeusement. Alors qu'on espérait qu'avec cette espèce d'idée établie depuis les années 30 de l'exclusion compétitive, ben ça ne marche pas toujours, l'exclusion compétitive. Eh ben non. Il y a des solutions, notamment du modèle, qui montrent que ça peut très bien coopérer. Enfin, pas coopérer, c'est pas vraiment coopérer, mais en tout cas cohabiter. Donc, l'idée a fait chou blanc, mais ça menait quand même à des choses tout à fait intéressantes sur le plan, je dirais, de l'écologie théorique, parce qu'on faisait en même temps des expériences. Ça se développait d'ailleurs, je dois le dire au passage, et rendre hommage aussi à un laboratoire de l'INRA de Dijon qui travaillait avec nous. Donc ça, c'était les débuts en écologie. Puis alors, je passe évidemment sur tous les détails. Et mon aventure écologique n'est toujours pas terminée puisque j'en ai fait une partie passant de l'écologie microbienne à l'écologie des grands systèmes forestiers et en l'occurrence le système amazonien. Ça fait quand même un pas assez grand dans les échelles de temps et d'espace. Mais avec un grand plaisir parce que le modèle amazonien est un modèle extraordinaire à tout point de vue, au tout point de vue évidemment de l'écosystème lui-même, mais aussi, et j'insiste toujours là-dessus, des gens qui vivent dans cette forêt, qui ont vécu et qui vivent dans cette forêt, qui ont une histoire ancienne, beaucoup plus ancienne que celle qu'on leur prête en général, et dont on trouve les traces un peu partout dans le système amazonien. Donc, associer les sociétés amérindiennes avec le milieu dans lequel ils vivent, c'est quelque chose qui m'a semblé absolument naturel à vivre là-bas. Et c'est pas naturel pour tout le monde. Je me suis en quelque sorte presque disputé quelquefois avec des journalistes qui voulaient que je ne parle que d'écologie. Alors je dis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aussi des gens qui vivent dans la forêt, de quoi ils vivent, comment ils vivent, etc., de quels sont leurs problèmes. Et ça a été, alors petit à petit, l'habitude a été prise d'intégrer quand même les habitants de la forêt en même temps que la forêt elle-même. Donc ça, c'est un des petits combats que j'ai menés, et qui était un combat un peu médiatique, mais quand même qui a son importance. Alors, venons maintenant à ce livre. Ça, c'est juste pour vous donner l'arrière-plan. J'ai un arrière-plan amazonien. D'ailleurs, je vais retrouver l'Amazonie dans peu de temps pour prendre un peu le chaud cet hiver qui me semble dans cette métropole assez gris et peu ensoleillée.
Donc, je vais retrouver l'Amazonie bientôt. Et alors, comment ce projet a été conçu, comment il a évolué? D'abord, première chose, Marc, qui est mon co-auteur ici, pour la première fois, en fait, j'avais pour l'habitude, quand je faisais un livre, pour deux raisons. D'abord, sur le fond, pour qu'il donne un avis, et puis d'autre part, qu'il puisse faire acte, je dirais, de lecteur avisé et de correcteur professionnel, c'est un historien, il a fait des études littéraires, donc il me corrige, il me reprend, etc. Aussi bien sur le fond des argumentaires parfois historiques que sur la forme qui était donnée. Ça, depuis mon premier livre que j'ai écrit tout seul en 94, qui s'appelait Modélisation en écologie et en biologie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'avais donné le texte à relire à Marc, qui ne relisait évidemment pas les formules, mais qui relisait le texte, ça le mettait dans une rage folle, parce qu'il me disait, t'écris comme un cochon. Et il avait, je pense, raison. Alors depuis, je me suis amélioré, si bien que celui-ci, la première version, je lui ai proposé la première version en disant, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Le titre n'était pas encore arrêté, hein, de cette idée de parler de l'écologie, mais non plus en termes de ce qu'on entend tous les jours, plus ou moins, j'allais dire, brumeux, fumeux de temps en temps. On ne sait plus très bien de quoi on parle quand on parle d'écologie. Je dis qu'il faut essayer de recadrer un peu les choses et puis montrer en même temps qu'on peut, dans les problèmes actuels de nos sociétés, trouver des solutions. C'est pas uniquement un exposé des problèmes, mais aussi un exposé de solutions possibles. Je ne dis pas de solutions qui sont actuellement opérationnelles, puisque entre le moment où vous pouvez concevoir un type de solution, je prends un exemple qui est à la marge de l'écologie, bien sûr, au sens scientifique du terme. Je prends les questions d'énergie. Les questions d'énergie, quand on commence à regarder comment elles sont abordées, on est un petit peu. Il n'y a pas besoin d'être un physicien pointu hein, pour faire ça. Il suffit de regarder les choses concrètement. On s'aperçoit que l'énergie, s'il y a quelque chose qui manque, c'est sûrement pas l'énergie. L'énergie, il y en a partout. Même dans notre univers, on parle d'énergie noire, etc. Donc, il y a l'énergie partout. Elle nous entoure. Il y a des sources potentielles d'énergie qui sont parfois d'ailleurs mises en œuvre, mais curieusement peu développées. Alors, il y a une source d'énergie que je connais assez bien, qui est les sources d'énergie marémotrices, puisque à l'époque, nous avions suivi, je suis pas breton, je suis normand, mais pas très loin des usines marémotrices de la Rance. Et donc, c'est une usine qui fonctionne toujours, qui a plus de 60 ans, qui fournit tout le temps du courant, qui est en très bon état. On était les premiers mondiaux sur la question. Alors, depuis, il y en a d'autres, hein. Pas vraiment marémotrice au sens de la Rance. Mais c'est quasiment inépuisable, c'est même inépuisable comme source d'énergie. Donc, la limitation, puisqu'on parle beaucoup de limitation, d'ailleurs, quelquefois, il y a des confusions en termes de limitation. Donc, dans les limitations, il n'y a sûrement pas de limitation due à l'énergie marémotrice. Et c'est très peu utilisé. Le géothermique, n'en parlons pas. J'étais à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Le géothermique, on l'a sous les pieds. Je pourrais en citer d'autres. Il n'y a pas de problème d'énergie. Et même quand on parle des énergies fossiles, on se trompe. Là, j'ai vu ressortir récemment, alors je vais rentrer, excusez-moi, je me permets de vous dire que je vais rentrer un peu plus dans le détail de mon livre après, mais c'est expliqué quand même là-dedans. Donc, pour prendre cette question d'énergie, donc le géothermique, Clermont-Ferrand, vous avez le magma, il n'est pas très loin, hein. Vous avez des sources chaudes un peu partout dans le coin. Donc, le géothermique est très peu utilisé. Et pour ce qui concerne disons, les sources d'énergie fossiles, dites fossiles, charbon et pétrole et gaz naturel, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ressort le rapport Meadows. C'est très bien, le rapport Meadows, c'était très intéressant à l'époque. Il a secoué quand même pas mal la communauté scientifique. Alors, on ressort le rapport Meadows, etc. Or, le rapport Meadows, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que le rapport Meadows parlait de la limite de la ressource. Et le fait, la limite qui a été avérée, c'est pas la limite de la ressource, c'est la limite dans son utilisation. Du charbon, il y en a à revendre. Du pétrole, encore aussi beaucoup, il y en a à revendre. Et le problème, c'est pas la limite de la ressource,
qui est considérable, cette limite est à un niveau tout à fait considérable, c'est la limite dans l'utilisation, puisque quand on l'utilise, ça se traduit par l'émission de gaz, des fameux gaz à effet de serre, en particulier du CO2. Donc, et là, ça montre un point quand même qui me paraît toujours un peu embêtant quand j'écoute les médias, et pas que les médias, hein, y compris quelques collègues, c'est que ne pas placer les bonnes choses aux bons endroits. Le charbon, oui, il ne faut pas l'utiliser, bien sûr. Oui ou non, comme vous voulez, il ne faut pas l'utiliser, tout simplement parce que la limite, c'est l'accumulation des gaz à effet de serre. C'est ça la limite. Et ce n'est pas la quantité de charbon sur la planète. Donc ça, et ne pas placer les choses au bon endroit, c'est une remarque que je m'étais faite à titre personnel, mais pas que, je sais pas que moi, hein, on a discuté avec des collègues assez souvent, c'est-à-dire de dire on ne n'utilise pas bien les mots. On n'utilise peut-être pas bien les mots, c'est pour ça que, d'ailleurs, dans l'introduction, il y a une introduction assez longue qui dit, en gros, on essaye de placer les mots là où ils sont et là, et ce qu'ils veulent dire. Et c'est en écrivant cette introduction, parce que pour une fois, j'avais écrit l'introduction avant d'écrire le livre, parce que je voulais que... Alors, je l'ai revu après l'écriture du livre, bien sûr. Et tout simplement parce que je m'étais dit, avec le terme écologie en lui-même pose problème, puisqu'il recouvre tellement de choses aujourd'hui qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Alors, on est quelques-uns à être restés sur des définitions très scientifiques de l'écologie. Or, aujourd'hui, on entend l'écologie à tout crin, à tout poil, à tout machin, à tout ce que vous voulez imaginer. Alors, je me dis, je vais essayer de dire ce que j'entends par écologie. C'est pour ça que dans ce livre, vous verrez, par exemple, dans l'introduction, une partie qui s'appelle « De quoi est-il question ?» Parce que c'est plus très bien quand on parle des transports et qu'on parle d'écologie, bon d'accord, oui. Enfin bon, est-ce que c'est vraiment le cœur de métier des écologues que de construire des avions ou que de trouver des carburants non polluants? Peut-être un peu pour les carburants non polluants, pour les avions. Je ne monterai pas dans un avion construit par un écologue, hein, je vous le dis franchement. Donc, connaissant assez bien le secteur de l'aviation, je connais de très bons professionnels qui savent très bien faire et qui nous feront bientôt des très beaux avions qui utiliseront peu ou pas de carburant fossile. Donc, on se tranquillise. Je pourrais encore traverser l'Atlantique un certain nombre de fois sans me faire agonir par un certain nombre de gens. Donc, voilà l'idée, c'était ça, c'est de dire, au point de départ, c'était réellement de nettoyer le champ en essayant de placer les mots et les choses aux bons endroits. Je reprends une expression de Michel Foucault dans Le mot et les choses, c'est-à-dire de redonner du sens, et un sens qui est préhensible, qui est compréhensible, et qui n'est pas une espèce de brume qui nous entoure, et on sait très bien ce qui se passe. Alors, et le point de départ, c'était quand même ça. C'était essayons d'éclaircir les problèmes. Posons les problèmes tels qu'ils sont exprimés, et puis on déroule. J'ai déroulé le texte, et là j'ai eu deux lecteurs. Alors Marc, je vous l'ai dit tout de suite. Marc, il m'a dit c'est bien ce que tu as fait, mais j'aimerais que tu puisses. Est-ce que tu pourrais aussi parler des solutions? Tu poses les problèmes. Il m'a dit c'est intéressant, mais est-ce que tu pourrais aussi parler des solutions? Bon, j'ai dit écoute. Je vais essayer. Puis en même temps, j'avais envoyé ce texte à mon ancien directeur de collection du Seuil, avec qui j'ai gardé des relations, et qui lui est un physicien, un bon physicien des particules, et qui me dit écoute, ton texte est vachement intéressant. Excusez-moi pour le vachement. Il est très intéressant. Essaye de le publier. Il faut absolument essayer de le publier. Il a essayé, lui, de son côté, de réactiver le Seuil, qui n'a pas vraiment suivi son ancien directeur de collection. Enfin bon, peu importe, je ne vais pas vous détailler les petites aventures, mais ça s'est très bien terminé puisque un éditeur a accepté, c'est l'Harmattan, donc a accepté de le publier. Et donc, remarque de mon fils, de Marc, tu parles de problèmes, dis-nous s'il y a des solutions. Et curieusement, quand j'ai repris les problèmes tels qu'ils étaient énoncés, presque à chaque fois, j'ai trouvé dans des choses qui existent. Hein, c'est pas des fantasmes je dirais, de science-fiction. Ce sont des choses qui existent ou qui peuvent devenir opérationnelles. C'est pour ça que le terme opérationnel est là. C'est-à-dire, on peut effectivement
dans un certain nombre de cas, pouvoir imaginer des dispositifs technologiques qui mettent en œuvre des connaissances, en particulier des connaissances issues de l'écologie. Parce que on sait très bien faire le transfert pour tout ce qui est, je dirais, des sciences physiques. Enfin, on sait assez bien le faire, on le fait depuis longtemps. La mécanique est l'exemple typique. Hein. La mécanique, c'est une science absolument remarquable, qui a été formalisée très bien par un monsieur qui s'appelait Newton, de prénom Isaac, et qui a permis de faire des choses remarquables. Les gens de la thermodynamique peuvent être fiers aussi. Hein. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites dans les sciences physiques et chimiques, dans les sciences biologiques aussi, et tout ce qui concerne ce qu'on appelle les biotechnologies, mais même avant, toutes les sciences qui étaient reliées à la médecine, et notamment les travaux de Claude Bernard, sont absolument remarquables. Donc, il y avait, dans les sciences classiques, entre guillemets, il y avait des aspects opérationnels et qui étaient extrêmement, je vois pour la médecine, qui sont quand même extrêmement intéressants parce que ça a permis d'augmenter singulièrement la vie des gens. C'était d'ailleurs une des premières choses qu'on trouve dans ce livre, c'est l'augmentation de la durée de vie moyenne des humains depuis 1750. À 1750, vous aviez... alors je vérifie, c'est en France, hein, excusez-moi, c'est en France parce que ce sont des données de l'INED, mais au niveau mondial, c'est à peu près du même ordre. Donc, vous avez, à partir de 1750, on est passé quand même d'une durée de vie moyenne de 25 ans à une durée de vie moyenne, alors je fais la moyenne entre les femmes et les hommes, de presque 80 ans. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Et ça, c'est quand même les résultats des développements technologiques, des développements de la médecine, des développements de l'agriculture, hein, d'une alimentation saine, d'une alimentation... Oh, excusez-moi. Alors, je vous présente, avec ce bruit, c'est un cri d'un oiseau qu'on appelle en Guyane le paille-paillot dans le jargon, enfin le jargon dans le créole local, excusez-moi, qui est une langue en elle-même. Donc, le paille-paillot, c'est un petit oiseau qui est tout moche, qui est grand comme ça, qui est tout brun, alors que vous avez à côté des haras qui sont magnifiques. Et ce petit oiseau, il a cette caractéristique, c'est une sirène d'alarme. C'est-à-dire que quand dans un espace donné, vous avez un intrus qui entre, notamment des humains, et à ce moment-là, il se met à crier avec ce cri que vous venez d'entendre, dont je me sers pour être comme sonnerie de téléphone. Ça s'entend très bien. Donc, je reviens à ce discours. L'idée au départ, c'était, en gros, remettre un peu d'ordre dans les mots qui sont utilisés, redonner des définitions, et puis regarder l'ensemble des problèmes qui sont actuellement sur la place publique. C'est pas la peine de creuser vraiment toutes les bibliothèques, quoi qu'on pourrait en trouver encore un certain nombre si on regardait tous les livres qui sont dans cette bibliothèque, mais c'est pas nécessaire de faire une grande bibliographie pour retrouver un certain nombre de problèmes. Ils sont quasiment de notoriété publique. Enfin, au moins un certain nombre d'entre eux. Donc les problèmes d'énergie, de transport, etc., etc. Et je vous passe les détails. Et en tout cas, ce qui m'a étonné, c'est que partant des questions d'énergie, climat, etc., pour arriver à la fin sur les questions d'aménagement d'agriculture, puis d'aménagement du territoire, je me suis aperçu qu'à chaque fois que je prenais un problème, eh bien, il y avait des pistes de solutions. Pas forcément des solutions clairement encore, mais des pistes de solutions. Et pourquoi ne sont-elles pas mises en œuvre ces solutions? Ben, ce sont des choix. C'est-à-dire que ce sont des choix politiques qui ont été faits de les mettre ou pas en œuvre. Hein, le fait qu'on ait arrêté de construire des centrales marémotrices, pourquoi? Parce que le monde politique a décidé que ce n'était pas nécessaire. Il y avait une belle solution, c'était le gaz et le pétrole. On sait ce qu'il advient aujourd'hui. Donc, et puis j'ai d'autres exemples sur l'énergie, le géothermique, n'en parlons pas. Quand on lit un peu les choses, on est assez effaré par, je dirais, l'inconscience et l'inconsistance des décisions politiques qui n'ont pas amené suffisamment tôt à envisager des ressources de ce type-là. Alors, une petite anecdote quand même qui m'a toujours fait rire quand j'habitais la Guyane. J'habitais la Guyane un certain nombre d'années, j'avais une maison sympathique.
On avait de l'électricité en Guyane. Quand je suis arrivé en Guyane, c'était encore de l'électricité à partir de pétrole. Hein. C'était une centrale thermique qui était située, enfin des centrales thermiques, il y en avait plusieurs, il y en avait deux. Enfin, il y en avait une qui était près de Cayenne, sur le site dit de Dégrade des Cannes. Et donc, on brûlait du pétrole allègrement. Et puis, entre-temps, quand même, il y a eu ce grand progrès qui a été la construction du barrage de Pissot par EDF, qui a permis d'alimenter en électricité toute la côte de la Guyane. Pas l'intérieur, parce que l'intérieur, on a quand même des problèmes pour tirer des lignes. Vous savez que la Guyane est pour l'essentiel de son territoire, un territoire forestier, peu habité. Mais pour la zone côtière, elle est complètement arrosée par l'électricité qui vient de petits sauts d'un barrage hydroélectrique qui marche très bien, qui fournit, comme je viens de le dire, de l'électricité à presque toute la Guyane. Et puis, en Guyane, vous savez qu'il y a du soleil, il fait chaud. Et j'étais très étonné, par exemple, qu'on n'utilise pas le solaire thermique. Le solaire photovoltaïque, on en utilise à certains endroits, mais le solaire thermique, qui est quelque chose qui est parfaitement facile à faire, qu'on sait faire depuis longtemps, eh ben non. Chez moi, j'avais un chauffe-eau électrique, hein, et j'avais pas de chauffe-eau thermique. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire que dans la logique qui est celle de la constitution des habitats, des agglomérations, etc., plus généralement l'aménagement du territoire, on s'aperçoit quand même que, vous allez me dire, c'est a posteriori. Enfin, quoi que le thermique, quand je suis rentré dans ma maison qui était toute neuve à Matoury, je dis quand même, c'est bizarre, ça, pourquoi vous n'avez pas mis de thermique? Bon, peu importe. Mais c'était bizarre, oui, mais c'était parce que c'était comme ça. Donc il y a c'est quand même cette chose tout à fait étonnante, c'est que on remarque que dans beaucoup de problèmes que l'on a identifiés aujourd'hui, beaucoup de problèmes, eh bien, il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre. C'est un problème de choix évidemment politique, de choix d'entreprise, de choix économique, etc. Mais c'est pas un problème scientifique fondamental. Hein, c'est pas un problème scientifique fondamental. On a les résultats scientifiques. Ils existent. Et bon, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus ces résultats? Pourquoi des nuées de chercheurs se sont escrimés pendant des années à trouver des solutions à des problèmes et que ces solutions, eh bien aujourd'hui, on fait comme si elles n'existaient pas. Alors ce matin, je me suis mis un peu en colère dans le train, excusez-moi, ça m'arrive de temps en temps, à cause d'un article publié par un collègue lyonnais, un physicien, pour lequel j'ai beaucoup d'estime par ailleurs, qui a écrit souvent des choses intelligentes. Et là, il a lui écrit plein de conneries, excusez-moi du terme, dans lequel il remet en cause la science. Alors lui, c'est un physicien qui est... Vous savez, il y a des physiciens aujourd'hui qui s'aperçoivent que leur physique, qui est la physique de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, n'est-ce pas? Eh bien, cette physique, elle n'est pas encore aujourd'hui en mesure de résoudre des problèmes concrets qui se posent. Et ils en font un certain complexe. Ils ne doivent pas faire le complexe, parce que pour la physique que je connais, y compris celle qui n'a pas d'explication immédiate, eh bien, indirectement, très souvent, on a eu des résultats de leur physique qui ont permis de faire des développements technologiques extrêmement intéressants. Tout ce qui est les questions des capteurs, etc., ils ont fait des choses remarquables, nos collègues physiciens. Donc, ils n'ont pas à faire des complexes. Ils n'ont pas à dire, ah, là, il faut repenser la science, parce que la science qu'on fait, elle n'est pas bien bonne. Bon, si elle est bonne, votre science. Donc toujours été. Ce matin, j'étais dans le train, excusez-moi, je me suis un peu énervé quand j'ai vu ça, parce que c'est en plus un collègue que j'ai beaucoup d'estime. Je me dis, pourquoi il a écrit ces conneries? C'est pas. On plonge dans l'écologisme le plus béat et le plus naïf. Je vous citerai, vous connaissez probablement d'autres noms de physiciens qui, dans une partie de leur vie, regardent l'univers dans son immensité, et puis qui maintenant découvrent l'écologie. Bon, ok, je veux bien, mais il y a quand même des écologues depuis un certain temps, ils ne sont pas tous idiots, ils ont fait des choses intéressantes, et leurs connaissances, eh bien leurs connaissances, elles peuvent être utilisées elles peuvent être rendues opérationnelles. Et c'est pour ça que je suis ingénieur de formation. Hein. Vous allez me dire, c'est affreux aujourd'hui, quand on dit qu'on est ingénieur, on est quasiment sorti de l'antre de Satan. Donc je suis ingénieur de formation, et quand on réfléchit, alors là,
je dis aux jeunes ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs, intéressez-vous à votre savoir-faire d'ingénieur pour justement mettre en œuvre ces connaissances qui vous seront utiles, qui seront utiles pour tout le monde. Hein, ne jetez pas à la poubelle ce que vous avez appris dans vos écoles. Surtout pas. Infléchissez vos trajectoires, bien sûr. Ça, on a tous été comme ça. Mais surtout, ne jetez pas à la poubelle ce savoir que vous avez acquis. Et j'espère que ce message pourra passer un jour, de dire, oui, vous êtes sensibilisés aux problèmes que l'on range dans cette espèce disons, de catégorie, dans cette catégorie, pour garder une expression formelle, dans cette catégorie qu'on appelle écologie. Eh bien, utilisez vos connaissances, utilisez votre savoir-faire, utilisez tout ça pour justement orienter vos travaux comme vous le pensez, comme vous le souhaitez. Et je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est de le faire, de pouvoir le faire. Comme je peux le dire, j'ai pu le faire en ce qui me concerne. Donc, rien de plus satisfaisant quand on arrive à un âge, disons certain, un certain âge, eh bien on se dit, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas complètement con, ça sera peut-être utile, etc. Et ça sera peut-être utile. Et la dernière photo que j'ai publiée sur ma page Facebook est une photo qui est une photo que j'ai prise en 1997 dans un village amérindien d'Amazonie, il s'appelle la Ramira. Et dans ce village amérindien, j'ai vu les petits Amérindiens. Donc nous sommes au Brésil. Vous connaissez l'appétence du Brésil pour un sport qu'on appelle le football. Eh bien, j'ai vu des petits Amérindiens de ce village qui apprenaient à jouer au football. Et j'ai trouvé ça absolument charmant. Alors vous me dites, on est loin de l'écologie, mais pas tellement, parce que là, on est en plein milieu de la forêt amazonienne. Forêt amazonienne qui est habitée depuis bien plus longtemps qu'on le pensait, que le pensaient les colons qui sont arrivés début du XVIe siècle, fin du XVe, mais surtout début du XVIe siècle. Et qui pensaient que tous ces gens-là, c'était tous des sauvages, que ces gens-là, ils étaient probablement pas là depuis longtemps, ce qui était faux d'ailleurs, parce qu'ils avaient déjà remarqué qu'il y avait des populations importantes, et que l'arrivée des colons européens, ça s'est traduit par des choses abominables, non pas parce qu'ils ont massacré les gens à coups de fusil, mais tout simplement parce qu'ils ont apporté les choses la plus terrible, que sont les infections. Ils ont été décimés par des maladies infectieuses et ça a divisé probablement d'un ordre de 10 les populations amérindiennes d'Amazonie. Je dis d'un ordre de 10 parce que je ne veux pas dire de bêtises à ce sujet-là. Enfin, en tout cas, ce sont des écosystèmes ou des espaces, plutôt que de catégoriser trop vite. Des espaces qui sont des espaces que certains de mes collègues parlent de socio-écosystèmes, ou anthroposystèmes, pour reprendre le terme de Christian Lévesque, donc qu'on voit vivre sous nos yeux. Et ils vivent depuis, disons à peu près aujourd'hui 13 000 ans. C'est à peu près les dates qui sont avancées pour l'occupation, les premières occupations des migrants qui venaient du nord de la forêt amazonienne. Alors, je parle un peu de forêt amazonienne parce que c'est un peu mon espace. Je l'ai découvert sur le tard, mais j'ai trouvé que c'est un espace très sympathique et j'aime bien les gens qui vivent dedans, justement. Donc voilà, alors ce livre, c'est un énoncé de problème et c'est des propositions de solutions. Voilà. C'est-à-dire, alors évidemment, l'énoncé des solutions est limité, parce qu'il faudrait une encyclopédie. Et entre parenthèses, il y a des gens qui s'en occupent. D'ailleurs, il y a une encyclopédie qui s'est développée actuellement à l'Académie de l'agriculture. En tout cas, il y a des problèmes, mais il y a des solutions possibles. Il faut les mettre en œuvre, il faut faire la traduction de la connaissance scientifique en dispositifs technologiques de différentes natures. Le dispositif technologique, ça peut être du droit. Le droit, ça fait partie, pour moi, de la technologie. C'est-à-dire pour régler l'utilisation, par exemple, des espaces, pour légiférer sur l'utilisation des espaces, ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Donc voilà ce que représente ce livre. Je ne ferai pas fortune avec ce livre, je n'ai jamais fait fortune avec mes livres. D'ailleurs, certains, c'était des livres de maths, alors je comprends que le grand public n'ait pas été attiré par ces livres, mais j'espère que ces deux derniers méritent quand même un peu attention parce que ça sort un peu de mes habitudes d'écriture. En tout cas, je vous remercie de m'avoir entendu. Comme je vous l'ai dit, j'étais bavard. Non, c'est très raisonnable. Merci. C'est très raisonnable. Et j'attends vos questions.